Did you know that foreign investors are quietly funding lawsuits in American courts through a practice called third-party litigation funding? Shadowy overseas funders are paying to sue American companies in our courts, and they don't pay a dime in U.S. taxes if there is an award or settlement. They profit tax-free from our legal system, while U.S. companies are tied up in court, and American families pay the price, to the tune of $5,000 a year. But there is a solution. A new proposal before Congress would close this loophole and ensure these foreign investors pay taxes, just like the actual plaintiffs have to. It's a common-sense move that discourages frivolous and abusive lawsuits and redirects resources back into American jobs, innovation, and growth. Only President Trump and congressional Republicans can deliver this win for America and hold these foreign investors accountable. Contact your lawmakers today and demand they take a stand to end foreign-funded litigation abuse. Hi, I'm Raj Punjabi from HuffPost. And I'm Noah Michelson, also from HuffPost. And we're the hosts of Am I Doing It Wrong?, a new podcast that explores the all-too-human anxieties we have about trying to get our lives right. Each week on the podcast, Raj and I pick a new topic that we want to understand better and bring a guest expert on to talk us through how to get it right. And we're talking like legit credible experts, doctors, PhDs, all-around superheroes. From HuffPost and Acast Studios, check out Am I Doing It Wrong? Wherever you get your podcasts. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Touchdown Actu consacré en ce printemps à la draft NFL 2025. Vous le savez désormais, j'en suis persuadé, un jour une preview pour analyser les choix de draft de votre équipe préférée. Et si vous supportez les champions en titre, les Philadelphia Eagles, ce podcast sera pour vous. Et pour en parler, pour déterminer nos choix préférentiels, nos petites déceptions potentielles liées à la draft des Eagles, j'ai le plaisir de retrouver Alexandre Locke. Salut Alex. Salut Greg, bonjour à tous. Et donc, nous allons parler, Alex, du champion en titre, donc les Eagles. On sait que c'est souvent un exercice sur lequel Howie Roseman est assez performant. On va savoir donc ce qu'a donné cette QV 2025, savoir s'il y a un joueur de Georgia. Spoiler, oui. On développera ça dans quelques petites secondes peut-être. Mais donc on va commencer en vous rappelant donc les choix réalisés par Philadelphie avec au premier tour un linebacker. Ça arrive pas tous les ans. Jed Campbell, le linebacker d'Alabama sélectionné. Au deuxième tour, Andrew Mukuba, le safety de Texas. On a eu ensuite au quatrième tour Ty Robinson, le defensive tackle de Nebraska. S'en sont suivis au cinquième tour 3 sélections avec Mac McWilliams, cornerback de UCF, Smell Mondon Jr., linebacker de Georgia, et Drew Kendall, le centre de Boston College. On a eu ensuite, pour terminer, 4 sélections au sixième tour avec le quarterback de Syracuse, Kyle McCord, 2 tackles avec Miles Hinton de Michigan et Cameron Williams de Texas, et enfin Antoine Powell Highland, defensive end de Virginia Tech. Donc pas mal de choix, Alex, 10 sélections donc pour les Eagles. Il y a encore des histoires de choix compensatoires, si on commence à avoir l'habitude. Quand c'est pas les Eagles, c'est les Ravens. Quand c'est pas les Ravens, c'est les Niners, etc., etc. Est-ce qu'il y a un choix en particulier déjà où tu te dis, tiens, c'est encore il y a encore le nez creux, on va dire, de la part de Philadelphie et de Howie Roseman? De manière assez évidente, je suis obligé d'aller directement vers Jed Campbell, récupérer un joueur de ce talent là au 31e choix, avec un petit trade-up quand même d'une place, il faut le signaler, histoire de dire. Je sais pas tellement si c'était si pertinent, mais enfin, voilà, Jed Campbell au 31e choix, je pense que c'est quand même assez bien pensé. Pas forcément un besoin, cela dit, le poste de linebacker, vu la satisfaction Zach Bond l'année dernière qui a été prolongé et Nakobe Dean mais touché en fin d'année, notamment c'était peut-être juste avant le Super Bowl. Oui. Je sais pas si son indisponibilité sera au-delà du camp d'entraînement. On sait qu'il est en fin de contrat aussi l'année prochaine, ça peut être joué. Voilà, donc écoute, il y a déjà un joueur majeur pour le remplacer. Après, mon petit coup de cœur à moi, ça serait Ty Robinson de Nebraska, qui, je pense, est aussi à cet endroit-là, au 4e tour, une bonne petite trouvaille.
Et enfin c'est toujours cousu main avec Howie Roseman, hein, tu l'as dit. Et là, il y avait quelques besoins pour compenser les départs. Voilà, c'est fait, c'est propre, c'est bien. Oui, c'est assez chirurgical, ouais. Et c'est vrai que Ty Robinson, c'est un joueur dont on n'a pas forcément beaucoup parlé parce qu'on l'avait déjà rappelé sur des previews de position. C'est vrai que la classe de lineman défensif est extrêmement polyvalente, mais c'est un joueur qui est extrêmement redoutable hein, par ce qu'il a montré du côté de Nebraska. C'est un joueur assez véloce, hein, qui est pas le defensive tackle d'ailleurs le plus tanké. Hein. Il doit faire, enfin le plus j'allais dire le plus gros, c'est un peu dévalorisant dit comme ça, mais en tout cas le plus massif. Hein, c'est 131 kilos, mais c'est un joueur qui est capable de jouer à beaucoup de positions. Il jouait principalement un peu five tech notamment, donc un peu entre le tackle et le guard du côté de Nebraska, mais il sait faire énormément de choses si besoin est. Et je trouve que pour remplacer la polyvalence d'un Milton Williams qui a été signé Exactement. par les Patriots pendant l'intersaison, ça pouvait être Kuno Ben au quatrième tour. Donc ça continue de donner un groupe assez performant aux Eagles. Derrière, bien entendu, Jalen Carter et en concurrence avec Jordan Davis et Moro Ojomo notamment. Il y a quand même une ossature assez intéressante. On parlait hier des Bills. Défensivement, on a beaucoup investi hein, du côté des Eagles pour renforcer cette escouade-là. Rien que les 5 premiers tours sont donc des défenseurs. Donc ça rejoint là encore une logique pour continuer dans cette défense de Fangio assez intimidante. Ouais, alors c'est d'ailleurs assez surprenant qu'il ait autant insisté du coup sur le poste de linebacker. Tu l'as dit, c'est déjà le prendre un linebacker au premier tour, c'est pas tellement dans les habitudes de la maison. Revenir avec un linebacker au cinquième tour, un peu comme il avait fait l'année dernière avec Jeremiah Trotter, qui a pas tellement eu sa chance encore. Ça fait beaucoup de linebacker. J'aurais peut-être plutôt vu essayer de trouver un pass rusher pour compenser les départs, même si on sait, enfin, la méthode Eagles en général, elle est assez limpide. On sait que c'est Nolan Smith normalement qui va prendre du poids dans cette défense. Il était donc déjà là. Donc il a toujours un ou deux coups d'avance, mais ça m'aurait bien plu quand même de voir un pass rusher en plus, voilà, quitte à considérer la ligne. Euh, mais c'est difficile quand même. Enfin, faut vraiment faire la fine bouche. Avec Howie Roseman, c'est rarement décevant. Est-ce qu'il y a un choix qui t'embête un peu plus ou est-ce que tu es globalement en symbiose avec ce qu'a fait le general manager des Eagles? Non, après, vraiment en termes de joueur, Mukuba, c'était pas forcément mon safety préféré. C'est un peu ce que j'allais dire. Ouais. Vas-y, je te laisse développer. Maintenant, est-ce que dans une logique de remplacer poste pour poste CJ Garner-Johnson, ça a du sens? Du coup, toi, tu sauras certainement encore mieux répondre que moi parce que tu connais les profils sur le bout des doigts des joueurs. Mais voilà, j'aurais peut-être privilégié un autre safety. Bah, en soi, après, tout dépend un petit peu comment on envisage de jouer du côté des Eagles, mais c'est vrai que si on était un petit peu dans la recherche d'un safety un peu plus cogneur, parce que c'est vrai que Gardner Johnson avait beaucoup cette étiquette C'est ça. de joueur capable de provoquer des pertes de balles, hein. C'est un des meilleurs intercepteurs de la ligue l'année dernière, donc le remplacer numériquement par un Andrew Mukuba qui lui également était capable dans un backfield défensif extrêmement renforcé à Texas de punir les quarterbacks adverses, c'est pas un mauvais calcul. En tout cas, c'est pas ce que je vais reprocher bien entendu aux Eagles, mais c'est vrai qu'on perd le côté, je trouve, de la dimension un peu physique, un peu intimidante dans ce secteur du terrain. Surtout avec un joueur qui a déjà eu un historique de blessures, hein, notamment du côté de Clemson pendant une certaine période de sa carrière. Donc c'est peut-être là-dessus, en effet, où on peut un peu pinailler, entre guillemets. Surtout que a priori, on n'a pas vu des choses extraordinaires de la part de Sidney Brown, hein, qui avait été drafté l'année dernière, à tel point que c'est Tristan McCullum, je crois qu'on avait lancé dans le bain, notamment pour être un peu doublure. Donc c'est peut-être dans ce registre-là où il va falloir être un petit peu vigilant, mais en soi, avoir une paire Blankenship-Mukuba, on risque encore de se retrouver avec un duo de safety capable de faire énormément d'interceptions, un peu comme c'est la tendance du côté de Détroit, un peu comme chez les Ravens, peut-être on peut le faire également de temps en temps, et où ça peut être la tendance aussi avec un duo Starks-Hamilton dans les années à venir. Le calcul n'est pas inintéressant, mais c'est vrai que c'est peut-être dans la myriade de bons choix qu'on a, c'est là où on peut se dire, ah, est-ce que pour un deuxième tour, il y a peut-être pas mieux à faire? C'est là où c'est difficile à déterminer.
Oui, voilà, c'est ça. C'est par rapport à la position dans la draft, on va dire. Moi, j'aurais peut-être aussi, mais c'est vrai que c'était pas forcément l'année pour. La classe était peut-être pas hyper profonde et se prêtait pas forcément, mais j'aurais bien aimé un renfort dans les airs, un receveur. Je trouve que ça, même s'ils ont un duo qui est assez exceptionnel, ça reste un peu léger quand même derrière. Et si jamais il y en a un qui se casse, on l'a vu l'année dernière en début de saison où ils ont tous les deux été absents, Devonta Smith et Hadji Brown. Bah derrière, ça rame énormément. Donc j'aurais bien étoffé ça. Jan Donson qui a été tiré depuis les Commanders, ça n'a pas été flamboyant, c'est moins qu'on puisse dire. Donc voilà, j'aurais peut-être ajouté une cible de plus pour essayer de dynamiser un peu tout ça. On est d'accord. Dans les choix qui étaient un petit peu intrigants aussi, alors il y a deux joueurs, plus un d'ailleurs où je suis curieux d'avoir ton avis. Alors moi je suis très intrigué par Cameron Williams, le tackle de Texas. J'aurais du mal à déterminer si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je trouve que pour un sixième tour, c'est pas ce qu'il y a de plus cher payé. C'est un joueur qui sur le pass pro est vraiment un joueur avec une grosse marge de progression. Si je veux manier l'euphémisme, hein, c'est vrai que notamment sur troisième tentative, c'est un joueur qui peut avoir tendance à exploser un petit peu sous la pression adverse, notamment face à des pass rushers très vifs. On l'a vu notamment en demi-finale de playoff face à Ohio State avec l'action décisive de Jack Sawyer. Mais ça me paraît pas un calcul inintéressant, le prendre en sixième tour pour le couver encore une fois derrière. On sait que ça se fait beaucoup du côté des Eagles. Il y a un profil athlétique qui est indéniable. Après, voilà, faut aussi que la tête suive et forcément la technique du haut du corps avec. Oui, bah après ils ont montré hein, que aller chercher des tackles en fin de draft. Alors je sais plus si c'était sixième ou septième tour avec Mailata, Hmm. mais qui était avant tout un projet physique plus que technique parce que c'était un quasiment un noob hein, en football américain, enfin très peu expérimenté. Ils ont pris le temps de le couver, de le développer, puis aujourd'hui c'est un des tout meilleurs à son poste. Donc pourquoi pas? Enfin après bon les tackles de Texas ça garde toujours une petite notoriété. Je pense qu'au sixième tour c'est pas complètement déconnant, surtout que c'est sixième tour t'es déjà au-delà de la 200e place. Ouais, c'est euh, de toute façon c'est des postes où tu multiplies un peu la quantité. Enfin c'est quand t'as Oui, beaucoup de choix comme on te ça. reprochera pas d'avoir essayé. Voilà, pour finir par en trouver un ou deux. Je sais que Green Bay fait régulièrement ça également, et une fois de temps en temps, il trouve un titulaire, donc écoute, pourquoi pas. Tu veux dire que Brian Gutekunst inspire les autres general managers, c'est ce que tu es en train de dire? Ah, tu m'as piégé là. On est sur un point de glissante là. Non, et puis alors l'autre joueur, ça c'est vraiment juste pour le pinaillage, pour le petit trait un petit peu comique entre guillemets. C'est vrai que il y a la sélection de Kyle McCord, quarterback de Syracuse. Alors je m'attends pas à des choses extraordinaires de sa part. Après, il arrive à minima pour être un troisième quarterback, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu fatigué dans le sens où tu as deux quarterbacks devant qui ont quand même des profils assez mobiles. Alors, on me dira, il y a Tanner McKee qui était troisième QB aussi l'année dernière, qui a joué en dernière semaine de saison régulière parce que notamment Jalen Hurts était blessé et qu'il a remplacé Kenny Pickett, qui lui-même d'ailleurs s'était blessé entre-temps, je crois. Mais c'est vrai que je suis toujours un petit peu étonné de me dire que bon, bah, tes deux premiers quarterbacks sur le papier potentiellement sont des joueurs assez mobiles et tu prends des joueurs qui ont un tout autre registre. Bon, c'est un peu, voilà. C'est juste du pinaillage. On sait qu'in fine, ce sera surtout un joueur pour préparer aux entraînements et pour se battre pour une place à la practice squad. Mais voilà, ça me paraissait. Là aussi, on parle de choix un peu luxueux, entre guillemets. Si tu te dis que tu as trois quarterbacks sur le papier, même si on n'est pas sûr et certain que Thompson Robinson, ça s'inscrit dans l'avenir. Bon, est-ce que tu avais peut-être pas mieux à faire? Tu parlais d'un receveur tout à l'heure. On est peut-être dans ce type de choix-là, par exemple. Ouais, receveur ou même un coureur m'aurait pas choqué à la Hmm. place. Parce que Hmm. c'est vrai qu'avec l'historique de blessure de Barclay, je trouve que derrière c'est un petit peu light aussi, donc ouais, voilà. C'est après. Oui, c'est J. Dillon, non, qu'ils ont signé pendant Ouais, mais le. bon, à Jay Dillon, non seulement il revient d'une année blanche, et Oui, puis c'était dans ce sens-là que je voulais le dire. Ouais. c'est plus maintenant presque un profil de fullback en réalité Hmm. qu'un vrai. Enfin, il a souvent été utilisé sur les troisièmes et courtes. Et il a jamais vraiment confirmé ni sa sélection au deuxième tour, ni ce qu'il avait montré à Boston College. Donc moi, je suis pas convaincu. L'heure est donc venue, Alex. Quelle note on attribue aux Eagles avec tout ce qu'on a dit à leur propos? Bah écoute, je vais pas être très original par rapport à la dernière émission. Je vais rester là aussi sur un 7 sur 10 parce que je trouve le début de draft vraiment bien pensé. Enfin, en tout cas,
bien organisé. Et ce que j'apprécie aussi, qu'on souligne peut-être pas assez souvent, c'est cette capacité qu'a Roseman à ne pas paniquer, euh, à attendre que ça vienne à lui, et ça vient tout le temps, tous les ans. Donc, Jihad Campbell au premier tour, et puis voilà, Ty Robinson au quatrième. Pour moi, c'est vraiment des super picks, donc je pars sur un 7/10. Oui, tu l'as dit, et c'est vrai qu'en effet, je trouve ça toujours assez fascinant quand on a des general managers, même qui sont là depuis un petit paquet d'années, qui justement se précipitent sur des joueurs sur lesquels ils ont des crushs, alors que l'histoire montre que les franchises bien organisées et bien gérées par des GM, bah, en fait, en attendant, ils arrivent globalement toujours à retomber sur leurs pattes et à récupérer, justement à cause de ces mauvais GM, un joueur qu'on pensait pas capable de descendre à ce niveau-là. Donc voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui se grattent encore la tête pour savoir comment Cooper DeJean a pu être un deuxième tour l'année dernière. Vas-y, remue le couteau dans la plaie. Je pensais pas à une équipe en particulier, mais c'est vrai que voilà, Bon, ça, c'est pour moi une des plus grosses énigmes de ces dernières années. Mais bon. j'ai pris l'exemple Cooper DeJean, Non, mais c'est un excellent exemple. j'aurais pu parler de Creed Humphrey, j'aurais pu parler de plein de joueurs où sur le coup on s'est dit ah bon, c'est donc un deuxième tour. Très bien, intéressant, c'est bon à savoir. Mais oui, je te rejoins. Moi, personnellement, je serais peut-être monté jusqu'à 8, peut-être pas plus, parce qu'après, oui, c'est un peu de la gourmandise. Mais en soi, oui, ça reste une des masterclass de Will Roseman. Il y aura sans doute des drafts à l'issue de son mandat où on se dira, celle-là était meilleure que la QV 2025. Mais honnêtement, quand tu sors d'un titre national et que tu arrives encore à recharger très clairement défensivement en talent ton équipe, il n'y a pas grand-chose à dire C'est à ça, part. puis tu viens de le dire, c'est que en comparaison, celle de l'année dernière était exceptionnelle avec Mitchell et Dejin justement en 40. Rien qu'avec ça, c'était déjà magnifique. Donc forcément, si tu prends ça comme référence cette année, tu te dis ah c'est un peu en deçà. Hmm. Après, Jihad Campbell, c'est peut-être le nouveau Bobby Wagner et tu te diras bon bah non, c'était une super draft. Donc voilà, c'est qu'il met la barre haut tout le temps quoi. C'est ça, très clairement. Donc pas grand-chose à redire à son sujet. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette draft des Philadelphia Eagles. J'en profite comme tous les jours ces derniers temps pour vous rappeler que si vous n'êtes pas encore au courant, Touchdown Actu vous propose de participer à un voyage NFL pour la toute première fois, un voyage organisé par notre partenaire Adwork Trip. Ce sera du côté de Los Angeles au mois d'octobre prochain avec au programme un match des Chargers auquel vous pourrez assister. Vous pourrez également visiter des installations de la NFL et même fouler la pelouse du SoFi Stadium tout en visitant bien entendu la ville de Los Angeles au cours de ce voyage. C'est donc au mois d'octobre et vous pourrez avoir toutes les informations détaillées sur touchdownactu.com. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau débrief, une nouvelle pastille draft NFL. Restez donc connectés sur tda.com et sur les réseaux sociaux pour toutes les informations liées à la ligue professionnelle. À très vite, salut à tous. Did you know that foreign investors are quietly funding lawsuits in American courts through a practice called third-party litigation funding? Shadowy overseas funders are paying to sue American companies in our courts, and they don't pay a dime in U.S. taxes if there is an award or settlement. They profit tax-free from our legal system, while U.S. companies are tied up in court, and American families pay the price, to the tune of $5,000 a year. But there is a solution. A new proposal before Congress would close this loophole and ensure these foreign investors pay taxes, just like the actual plaintiffs have to. It's a common-sense move that discourages frivolous and abusive lawsuits and redirects resources back into American jobs, innovation, and growth. Only President Trump and congressional Republicans can deliver this win for America and hold these foreign investors accountable. Contact your lawmakers today and demand they take a stand to end foreign-funded litigation abuse. Hey, it's Paige from Giggly Squad. Let's talk about an elite green flag being a cat dad. Temptations, America's #1 cat treat brand, is making 2025 the year of the cat dad. And honestly, about time. Whether he's coordinating snack time with the Meow schedule or just vibing with his tabby, Temptation treats make cat dads even more irresistible to their cats and to us.
For more information about Temptations brand Cat Dads or to learn more about the brand, visit TemptationTreats.com. And don't forget to share your own #CatDad sightings on social. We'll be scrolling.